La mémoire collective, c'est cette période de la guerre, c'est aussi le génocide, c'est l'extermination, une chose que fort heureusement la Corse n'a pas vécue de la même façon. Il y a eu des persécutions moindres, si tant est qu'on puisse parler de persécutions moindres, en ce qui concerne les Juifs par exemple. Paul Sylvain, vous en parlez dans votre ouvrage sur ce qu'on a appelé le camp d'Ascq notamment. Oui, il y avait le camp d'Ascq pour les Juifs, et alors les Italiens n'étaient pas antisémites, et comme ils visaient l'annexion de la Corse, ils se sont arrangés avec les Allemands pour que les Juifs de Corse soient gardés en Corse, et qui ne suivent pas le chemin que d'autres devaient suivre. Et de la même manière, le service du travail obligatoire n'a pas été organisé pour les jeunes Corses comme pour les Français du continent, et ils ont été regroupés. Une partie avait été envoyée dans la vallée de Ritz, et puis après ils ont tous été regroupés à Boccognano, sous des tentes, près de la cascade du Voile de la Mariée, une vingtaine de jours. Mais alors sur les 330 que les Allemands avaient réclamés, finalement il n'y en a pas eu une centaine qui a rejoint et qui est parti. Philippe Peretti, dans l'esprit pourtant, qu'est-ce qui va rester pendant un certain nombre d'années sur la présence italienne, notamment de l'Ovre? Beaucoup des témoins ici ne parlent pas tant de l'armée italienne, mais des chemises noires et des persécutions quand même qu'ils ont commises. Les Corses ont su faire la différence entre ce qu'on appelle communément les chemises noires et la milice et les troupes du roi, qui avaient pour eux une honorabilité plus forte. Cela s'explique. Les soldats italiens de l'armée régulière, je dirais, ne mènent pas un combat idéologique, et ils ne sont pas là pour infliger à la population des vexations, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des autres. Mais il faut dire aussi que la Corse de la Deuxième Guerre mondiale est différente de la Corse d'aujourd'hui. La part italienne de la population de l'île est plus importante qu'aujourd'hui, ou elle est encore importante. Il y a à l'époque, en 1939, en 1940, 20 000 Corses qui sont, 20 000 habitants de l'île qui sont natifs de l'Italie. Et si l'on prend les grands-parents, ils sont encore plus nombreux, les Corses d'origine, je dirais, italienne récente. Et parmi ces Italiens vivant en Corse, il y a de nombreux antifascistes qui, cherchant la protection de la République, de la démocratie française, ont franchi le canal toscan. Et à Bastia, ils sont plusieurs milliers, ces Italiens antifascistes. Et ils ont joué un rôle essentiel dans la prise de conscience des populations corses de ce qu'était le phénomène du vingtième, le phénomène du fascisme italien. Et parmi les martyrs de la résistance corse figurent des antifascistes italiens. Parmi les militants du premier rang, je dirais, du Front National, figurent des antifascistes italiens. Paul Silvani, cette Corse ne va pas sortir comme d'autres régions exsangues, comme on a pu le voir dans d'autres régions continentales, mais combien de temps va-t-elle mettre pour se relever de cette période? Ça dépend ce qu'on entend. Politiquement, elle se relève très rapidement. Il ne faut pas 2 ans pour qu'elle se relève, et il ne faut pas 4 ans pour que ce que certains ont appelé les vieux démons reprennent le dessus. C'était le propos de Léo Micheli tout à l'heure. Voilà. Bon, Léo Micheli, je comprends sa déception. Tous ceux qui perdent les élections peuvent la comprendre. Cela dit, nous sommes dans une république. Lorsque le suffrage universel s'exprime, on peut regretter qu'il donne tort à d'autres et raison à certains. Bon, mais cela dit, c'est notre loi et nous devons l'accepter. Et Léo Micheli, d'ailleurs, est républicain, il l'accepte. Il dit ce qu'il a sur le cœur, personne ne l'en blâmera. Donc ça marche. S'agissant du retour à une vie normale, il est évident que les choses ne vont pas si vite. Vous savez, pour reconstruire tous les ponts détruits, il faudra 20 ou 30 ans. Pour qu'il soit mis fin aux restrictions, il faudra 5 ou 6 ans. Et je vous dirais que la Corse perd, pendant la période d'immédiate après-guerre, une partie très importante de sa population. Vous savez combien il y avait de rationnaires en Corse en 1942? 219 000. 219 000. Songez que le recensement de 1936 attribuait 326 000 habitants à la Corse. Alors vous voyez la différence. Mais au moment de la guerre froide, on fait un second recensement des rationnaires et on en dénombre 189 000. Ce qui veut dire que de 1942, donc de 1945, la fin de la guerre, 1944, à 1949, la Corse a perdu 30 000 habitants.
Et là, on est au point zéro. La population de la Corse n'a jamais été aussi basse qu'en 1949. Et ça, c'est une vérité qui est très méconnue de beaucoup de gens qui prétendent parler de la Corse et du problème corse et d'accuser les uns les autres, etc. Je ne m'attarderai pas sur ce point. Dans le relèvement, il y a la période américaine qui reste présente dans les esprits. En tout cas, il y a beaucoup de témoignages. J'espère qu'un jour, nous pourrons obtenir des images qui existent aux USA de l'armée américaine sur les travaux réalisés pour l'assèchement notamment des marais, pour la lutte contre le paludisme, ce qui représente pour la Corse quand même, Philippe Perret, une période importante à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Ce qui est extrêmement important de noter, c'est que la Corse va vivre pendant presque un an, à partir de septembre-octobre 1943 et jusqu'à pratiquement la fin de l'été 1944. Elle va vivre coupée de la France continentale. Et les Corses ont dû trouver des solutions administratives à certains problèmes et des solutions économiques. Là aussi, vous avez, bien sûr, vous avez employé, monsieur Echa, le mot de laboratoire. Le laboratoire corse, il fonctionne pendant des mois et des mois après la libération de l'île. Et là aussi, Miguel y parlait des leçons à tirer de cette histoire. Là, il y a une leçon à tirer. Et puis, il y a le traitement politique de la libération de l'île dans les mois qui suivent. C'est extrêmement important. Général Mourac, je vous donnerai la parole dans quelques instants pour conclure notamment, mais je voudrais, Charles, qu'on écoute encore un document d'archives qui est très bref, mais je crois qu'il faut le passer. Oui, on a abordé tout à l'heure l'arrivée du général de Gaulle en Corse le 8 octobre 1943. Le général de Gaulle débarque donc à Ajaccio le 8 octobre. Le général Giraud l'avait précédé de quelques jours à cette époque. Plusieurs différences, on l'a dit tout à l'heure, Paul Sivan, de stratégie et de politique séparer les deux généraux. Il était symboliquement important pour les deux hommes de se rendre dans l'île. À Ajaccio, Charles de Gaulle obtient une popularité sans précédent. Nous allons écouter un passage du discours prononcé le 8 octobre 1943 à Ajaccio par le général de Gaulle. Au milieu de la marée de l'enthousiasme national qui nous soulève tous aujourd'hui, nous pourrions ne vouloir connaître en rien que l'émouvante satisfaction d'être porté par la vague. Mais le chemin est encore si long, si dur, jusqu'au but que nous devons atteindre, qu'il nous faut aujourd'hui tirer lucidement la leçon de la grande page d'histoire que vient d'écrire la Corse française. Vous étiez de ceux qui étaient là le 8 octobre 1944, vous vous en souvenez? Oui. Je me souviens surtout de l'enthousiasme. Le discours, je l'ai relu après. Je n'avais que 15 ans. Il y a, quand on observe ça pour des gens de ma génération et quand on écoute notamment, il y a une espèce de lyrisme politique qu'on ne retrouve plus maintenant et qui est tout à fait étonnant. Mais nous étions tous habités par un enthousiasme extraordinaire. Mais nous avons tous vécu ça, les grands, les petits, les vieux, les jeunes, les femmes. Mais on ne peut pas savoir. Ce sont des choses aujourd'hui qui paraissent incroyables. Donc, quand j'ai écrit mon livre, vous savez, je me suis défendu de l'emphase, de l'enthousiasme et de l'héroïcisation de toute cette période. Mais vous savez, au fond de moi, j'ai encore l'enthousiasme de l'époque, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. La lutte pour la liberté, la vraie. Bien, alors, il y a le général de Gaulle qui dit, là, tout commence et il faut continuer. Il faut rappeler qu'il y a plein de Corses qui sont partis, parce qu'effectivement, leur lutte pour la liberté, elle allait se passer ailleurs, aux côtés des Italiens, par exemple. Il y a l'exemple que vous signalez, je crois, Paul, celui de Maurice Choury, à qui on propose un poste de préfet et qui dit non, je vais continuer à me battre. Autant dire qu'il y a des Corses qui ont continué. Et André Mastor, votre présence va se justifier, vous êtes impatient. Vous préparez un livre, en quelques instants, on va en parler, un livre sur un Corse qui était à Paris et qui a fait de la résistance à un lieu où c'était pas très courant, puisque c'était la préfecture de police de Paris, aux renseignements généraux. Il s'appelait Monsieur Félix Orsini, il est mort depuis. Vous préparez un livre dessus. Quelques mots sur Félix Orsini? Absolument. L'engagement dans la résistance de Félix Orsini a débuté le 1er septembre 1940 dans les locaux de la préfecture de police de Paris. C'était un policier des renseignements généraux qui était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, engagé volontaire en 1915,
et qui a suivi le président de l'Union des anciens combattants de la préfecture, Arsène Poncet, qui a décidé de résister contre les Allemands, contre l'occupant. Félix Orsini, on parlait des Juifs tout à l'heure, de septembre 40 à septembre 41. On voit Félix Orsini Absolument, sur notre oui. écran. Il a travaillé au fameux fichier central juif. Et il a travaillé dans ce fichier, on sait très bien pourquoi le fichier a été mis en place, ordonnance allemande de septembre 40 et ensuite statut des Juifs promulgué par Vichy en octobre 40. Et Félix Orsini a saboté avec un certain Laurent Perrin, dont je n'ai pas pu retrouver la trace, et qui est mort en déportation en Mauthausen, a saboté comme il a pu ce fichier juif. Et j'ai une lettre qui est fabuleuse, c'est Theo Denecker qui était le responsable de la Gestapo de la section anti-juive pour la France. C'était un fou furieux, âgé de 27 ans, qui ne supportait pas de voir un juif, il ne supportait même pas qu'on parle de juif devant lui. Orsini a été dénoncé par une lettre anonyme, et Theo Denecker, c'est là où j'ai trouvé la subtilité teutonne, c'est qu'il ne laissait jamais de traces par écrit. Il a demandé à l'amiral Barr de s'occuper immédiatement du cas d'Orsini, autrement il se serait occupé lui-même. Et en septembre 41, la police jouait encore un jeu feutré dans Paris, et l'amiral Barr a demandé à André Tullard, qui était le responsable du fichier, le père de l'historien, de régler le cas d'Orsini, de le muter donc à la direction centrale des renseignements généraux. Ensuite, Orsini a participé à un groupe qui s'appelait le groupe Valmy, et à l'automne 40, c'est une constante dans tous les mouvements de résistance, tout groupe articulé, constitué, cherchait immédiatement à se fédérer dans une entité plus large. Valmy a été absorbé par le groupe Armée volontaire, dirigé par André Mérès et le docteur Chanel, qui m'a aidé à rédiger l'ouvrage. Bien, alors j'espère qu'on pourra le lire assez rapidement. En novembre. En novembre. Nous arrivons bientôt à la conclusion de cette émission. Général Mourac, pour parler non plus du passé, mais pour parler du présent et de l'avenir, quel enseignement vous tirez de cette époque et pour les peuples et leur cohérence et leur cohésion et pour leur cohabitation? Intanto due piccoli interventi su quello che ho sentito. Je dois d'abord intervenir sur ce qui a été dit à propos des Juifs. Una delle decisioni immediate del generale Une des Magli, décisions il giorno immédiates 9 e 10, du général Magli, è stata quella di liberare le gli 9 et le ebrei 10, e a été de i detenuti libérer les politici. Juifs et les détenus politiques. Un brevissimo appunto sulla ricostruzione, grande problema. Une précision sur la Anche reconstruction, noi abbiamo avuto in qui est Italia un grand grande problème. problema Nous della aussi, nous avons eu le problème de la reconstruction en Italie. Dopo la riconquista di Bastia, Après la reconquête de Bastia, sono rimasti qui 7.000 sont italiani, restés militari 7000 del Italiens genio, militaires du génie per cercare di pour rimettere a tenter posto quello de che era. remettre en état ce qui avait été détruit. E a proposito di conclusione, Comme conclusion, e qui parlo anche per l'esperienza che ho fatto je parle aussi, come combattente grâce à con l'expérience l'esercito que j'ai reso in faite Jugoslavia prima e come partigiano dopo. en Yougoslavie. La grande lezione che La resta grande leçon qui da reste questi episodi de è ces una épisodes, lezione di libertà, c'est une leçon de liberté. una libertà che non c'era Une prima in liberté Corsica, qui perché n'existait il pas regime era auparavant di en Corse, occupazione, parce una qu'il y avait libertà un che régime i nostri d'occupation, soldati e tutti quelli che hanno une combattuto, liberté que partigiani nos soldats corsi, et tous ceux qui ont combattu, anche, même les sono résistants convinto, corses, anche i marocchini che et venivano même les Marocains dall'Algeria, qui che venaient hanno appreso proprio d'Algérie, in questo evento, ont in questo appris straordinario evento della dans liberazione cet della Corse. extraordinaire événement que fut la libération de la Corse. Paul Sylvain, pour conclure brièvement, cette leçon de liberté, vous qui avez fait des recherches, mais qui avez vécu ça, on est un peu étonné, je disais au début de cette émission, que vous êtes le seul à faire un livre. On est un peu étonné qu'il n'y ait pas suffisamment de travaux là-dessus, peut-être. Je manque les il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés depuis 50 Alors, ans. je suis trop jeune. Non, vous n'êtes pas trop jeune, mais en tout cas, restez-le, Oui. si vous pouvez. Mais il y a eu 10 ou 12 livres qui ont été publiés, mais à des époques différentes. Bon, moi, j'ai eu l'idée d'en faire un pour le cinquantenaire, parce que ça me paraissait opportun. Et puis, il fallait bien qu'on sache, que l'on sût plus exactement comment les choses s'étaient passées. C'est ce que j'ai essayé de raconter.
Et je rappelle qu'un peu partout en Corse vont continuer à se dérouler un certain nombre d'initiatives. Philippe Perret, il y a une exposition qui est visible aux archives départementales de la Haute-Corse, c'est cela. Bien sûr. Il y a également une exposition qui est visible à Ajaccio. Et je crois que pour notre part, la télévision régionale, nous allons continuer à tenter de remplir, en tout cas en partie, notre mission pour expliquer, pour parler un peu de ce qui s'est passé avec ces témoins. Je vous invite par exemple à être demain matin sur votre téléviseur, devant votre téléviseur, si vous ne pouvez pas être à Ajaccio, puisque France 3 Corse retransmettra en direct jusqu'à 12h45 le début des cérémonies officielles, en présence du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense notamment, puis celui des anciens combattants. Demain soir, nous vous proposerons également de 19h à 20h une édition spéciale de Corsicaser pour évoquer la deuxième partie de cette célébration officielle, et notamment la visite du président de la République à Bastia. Et puis demain soir toujours, peut-être pour conclure provisoirement bien sûr, parce que rien n'est fini, notre émission Territoire, qui reprend ses droits pour cette rentrée, sera encore consacrée à cette libération de la Corse, avec cette fois le témoignage d'Arthur Giovoni, dont on a un tout petit peu parlé pendant cette émission. Arthur Giovoni, vous le savez, était membre du Front National. Il nous a ouvert sa mémoire. Ça faisait plusieurs années qu'il ne parlait pas, et nous l'avons rencontré à Paris, et il nous livre son témoignage, lui qui fut l'un des principaux responsable de la résistance ici, lui qui fut aussi un homme politique, puisqu'il fut le premier maire de la Libération à Ajaccio et également député de la ville. Donc ce sera demain soir Territoire vers 21h40. Avant cela, je viens à rebours, édition spéciale de Corsicaser de 19h à 20h. Et puis dès demain, 10h30, 12h45, sur la 3, retransmission officielle des cérémonies. On sera encore ensemble, Paul Silvagne, puisque vous remplirez, si j'ose dire, la fonction de consultant, c'est-à-dire que vous allez nous aider à commenter ces cérémonies militaires, mais aussi avec le défilé organisé par l'association Abandère, qui est une association qui a pris beaucoup d'initiatives, et on peut la saluer parce que c'est une association privée de passionnés qui ont essayé de faire en sorte que ce souvenir soit aussi autant d'enseignements. Merci à tous d'être venus, merci Général, merci Philippe Perret, Madame pour vos traductions, merci André Mastor et Paul Silvagne. Pour terminer cette émission, des images et une chanson en hommage peut-être à tous ceux qui sont morts pour cette libération de la Corse et qui ont sacrifié leur vie aussi pour la liberté d'une manière générale. Bonsoir. Tutto ognuno si raduni